Et de toute façon, je vais pas me taper les 3 épisodes ce soir du reportage que vous voulez tous regarder. Ils savent pas, t'as une vie de famille. Ouais, c'est fini. Bon, tu pas. Maintenant, les gosses sont grands, Brahim, pour rien à voir. Bah après, il y en a beaucoup qui le veulent en vrai. Je sais pas s'il y en a qui l'ont vu. Mais moi, je voulais le voir en vrai. Parce que je voulais voir l'homme, comment il était, etc. T'as vu? Non, l'autre, c'est 100 jours avec les secours. J'aime bien, moi. Merci Milan Terre Royal pour le Prime. Milan peut-être Royal pour le Prime. Je l'ai vu, il est bien, lequel? Ah, Oradour, ouais, Oradour, les gars, il est prêt. Oradour, il est là. Vous le regardez Oradour? Oradour, j'ai jamais vu, les gars. Merci, Ryok Zuk pour le 2e mois, ma biche. Merci, ma poule. J'espère qu'il y a un bon film possible, Myriam. Armageddon, je sais pas, les gars. T'as pas le reportage 13 ans sans titre? Qu'est-ce que tu me racontes, toi, Bracus? Attendez, bougez pas, les mecs. Massacre des nazis. 13 minutes. Vous avez quel âge? Dès la Team Shape, j'espère que vous allez bien, Steven Shape, et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on a rendez-vous à Oradour-sur-Glane, village martyr de la Seconde Guerre mondiale, dans lequel les nazis ont brûlé et exécuté 643 personnes. Nous sommes à ce moment-là, le 10 juin 1944. Dans cette vidéo, nous allons donc découvrir l'histoire de ce village, et nous aurons aussi le témoignage de Robert, le dernier témoin encore vivant de ce massacre. C'est parti. Ok, la Team Shape, donc là on est avec Robert et Brass, le dernier témoin du massacre d'Oradour-sur-Glane. Comment vous allez? Je vais avec l'âge. Vous avez quel âge? 96 ans. 96 quand même, ans, il vous fait les faites pas. On dirait que vous avez 45. Oui, mais je les ai quand même. Oui, il fait pas. On va recontextualiser un petit peu ce qui se passe. On est le 10 juin 44, Oradour-sur-Glane. C'est fort ou quoi, bande de cons? Ils vivent vraiment Putain, dans je la vous pose une campagne, question, très, très répondez-moi. loin de la guerre. Le débarquement s'est fait quelques jours avant, le 6 juin 44. À ce moment-là, il n'y a pas internet. Donc les gens savent qu'il y a eu un débarquement, mais ne sont pas forcément au courant ce que c'est un SS. Ils ne sont pas au courant des camps de concentration. Ils ne sont pas non plus au courant que la veille, à Tulle, 99 personnes ont été pendues par les SS. Les nazis ont donc pour mission de remonter vers la Normandie. Cependant, juste avant, ils vont passer par le Limousin. À ce moment-là, le Limousin, c'est considéré vraiment comme une terre de résistance. Les nazis ont donc pour mission de faire peur à la population par différentes actions de terreur, et notamment celle dont on va parler aujourd'hui. Robert, est-ce que vous pouvez me raconter cette journée du 10 juin 44? Le matin, il faisait très beau, et tout le monde vaquait à ses occupations. Personne ne pensait à ce qui allait se produire dans l'après-midi. Et puis aux alentours de 14 h, j'étais avec un ami, et on a entendu un bruit inhabituel, surtout qu'il n'y avait pas de voiture qui roulait à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'on voit déboucher au carrefour? 2 véhicules chenillés avec des soldats à l'intérieur. Quand on les a vus passer, mon camarade dit: je m'en vais, j'ai peur. Je lui ai dit: moi je les vois tous les jours. Moi j'étais plus fort que lui. Il passe devant le maire. Il est bien, 96 ans. Le maire est le directeur de l'école. Et le maire lui a dit en riant: où vas-tu comme ça? Et bien il dit: je vais me cacher parce que j'ai peur. Demain tu viendras nous dire où tu étais caché. C'est pour bien me préciser que personne n'attendait ce qui allait se produire. Ok, la Team Shape, ici nous sommes à l'entrée sud du village. C'est par ici que les nazis sont rentrés dans le village en début d'après-midi. Oradour-sur-Glane, c'est ce qu'on appelle un village rue. Il y a seulement 2 entrées, une au sud et une au nord. Et les nazis, en arrivant, ils vont bloquer chaque côté du village et rassembler la population vers la place du champ de foire. On arrive au champ de foire, que ma mère, ma soeur aînée, ma petite soeur était déjà à l'école. Il y avait des aînés qui avaient fait la guerre de 14, qui n'ont jamais pensé qu'ils pouvaient se produire quelque chose et qui nous ont jamais dit: cachez-vous, faites attention. Les gens sont rassemblés au centre du village pour un simple contrôle d'identité. C'est le prétexte des nazis pour rassembler tout le monde au centre du village. À ce moment-là, les gens sont plutôt confiants, pas de panique, il n'y a pas de mouvement. Il y a un film, les gens sont plutôt curieux et ils ne s'imaginent pas ce qui va se passer après. Moi, je vais d'un côté de l'autre, je trouve des copains, on parle de ce qu'on va faire le lendemain, hein. On n'est pas stressé. À ce moment-là, les nazis continuent de mettre en confiance la population. Tout se passe toujours dans le calme. Les nazis prétextent qu'il y aurait peut-être un dépôt d'armes à l'intérieur du village. C'est pour cette raison qu'ils vont perquisitionner différentes maisons et expliquent que les personnes non concernées seront tranquillement relâchées. Il n'y a pas d'armes ni de munitions dans le village, tout le monde se sent qu'on va partir, quoi. Je suis allé voir ma petite soeur qui pleurait. L'histoire, et Thibaut, pourquoi il a fait quoi? Il a fait quoi, Thibaut, les gars? Je ne sais rien, moi. À un moment donné, il y a des soldats qui passent là au milieu de la foule. Là, c'est la séparation des femmes et des enfants avec des hommes. Il y a eu quelques pleurs. Quand les maris quittaient leurs femmes et leurs enfants. C'est un raciste, Thibaut Essep? Ça m'a pas marqué. J'avais ma mère et mes 2 sœurs, mais comme de toute façon, s'il y avait quelque Pourquoi vous dites qu'il est raciste? les femmes ne risquaient rien, j'ai pas pris ombrage.
pendant qu'ils vont perquisitionner différentes maisons, les hommes seront amenés dans des granges. Cependant, à ce moment-là, les hommes, voyant les femmes et les enfants partir, ne savent pas encore qu'ils vont être amenés à l'église. À ce moment-là, les hommes sont juste derrière moi, face au mur. Ils vont être séparés en 4 groupes. Le dernier groupe, le plus important, est amené à la grange Lodi. Pour aller à la grange Lodi, on nous a fait faire tout le village. Putain, mais le village, il est resté intacte, les gars. Je pense qu'on peut le visiter, le village, non? Accompagné par 5 soldats, 2 qui avaient les armes à l'épaule, 2 autres qui avaient des munitions autour du cou, et puis le 5e qui après, visiter ce village, je sais pas. Au fond, si je voyais les femmes, puis ça glauque, quand même. ils nous conduisent dans cette grange sans agressivité. Moi, j'avais pas entendu un coup de feu. Ici, nous sommes donc à la grange Lodi. On parle de grange, mais ça ressemblait plutôt à un hangar, avec le mur que vous voyez au fond, qui était le visitable, fond de la c'est grange. ça. Le toit était juste ici. Mais genre, tu le payes pour visiter ou pas? Dans un calme super paisible. Ils ignoraient toujours le drame qui allait se passer. Ils parlaient même entre eux du match de foot qui allait se passer le lendemain. À ce moment-là, il y a juste un soldat nazi qui installe son arme. C'est une mitrailleuse qui met... Les gars, c'est normal. J'en ai rien à foutre de Thibaut Inchep. Genre une vidéo sur le village d'Oradour. On s'en branle de Thibaut Inchep. Soyez normaux, là. Putain, vous êtes en train de vous embrouiller comme des têtards. Qu'est-ce qu'on s'en branle? sur un trépied. Mais pour les hommes c'est normal, il n'y a pas forcément panique à avoir, puisqu'un soldat ça a toujours sa mitrailleuse avec lui, voilà. À ce moment là il est environ 16 h. On était 7-8 jeunes là, et comme il faisait chaud, on s'est assis dans le foin. Au bout d'un moment, ce soldat, il fait le tour du groupe, et quand il arrive à notre hauteur, il nous fait comme ça. Donc on se lève, et le temps qu'il revienne à l'entrée de la grange, il y a une détonation dans le village, et c'est la fusillade. On comprendra plus tard que cette détonation, c'est le signal de la fusillade des 4 groupes d'hommes. Cette fusillade se passe juste derrière moi. Les hommes, ils étaient vraiment à ce niveau-là. Tout le monde tombe les uns sur les autres. C'est dingue quand même. Tout le monde n'est pas mort. Ils ont donné le coup de grâce à tous ceux qui voyaient qu'il y avait encore un brin de vie. Moi, j'étais dessous, ils risquaient pas. Enfin, pour me voir pareil, il y avait une balle qui aurait pu me toucher. Il a eu chaud. C'est un miraculé, lui. Un jeune, c'était le commis du boulanger. Il avait sa tête sur ma cuisse et il l'a abattu là. Ça fait drôle quand le corps se décontracte. Une fois la fusillade terminée, les soldats prennent le foin qui était dans la grange, le disposent sur les corps et mettent le feu à la grange. À ce moment-là, 6 personnes sont encore vivantes et décident de s'échapper. Et dans ces 6 personnes, il y a notamment Robert. À ce moment-là, Robert est caché sous les corps. Il est légèrement blessé par les impacts de balles. Quand le fait matin, là, faut que je prenne une décision. J'ai dit, je préfère mourir d'une balle que de mourir pour des vifs. Donc je suis sorti de dessous les autres comme j'ai pu. Les soldats n'étaient plus devant la porte. J'ai essayé de me réfugier dans la cour. Il y a une petite porte derrière. Je l'ai ouverte. J'étais seul à ce moment-là. Je n'avais pas vu les autres. Mais malheureusement, pas de chance. C'est un cul-de-sac. Donc il est obligé de re-rentrer dans la grange et trouver une autre sortie. Je suis revenu dans la fumée et sur les corps. Et pourquoi je suis là, je sais pas. Je sais pas. Il ouvre la porte qui est juste derrière moi et décide de se réfugier dans la 4e étable là-bas. Il rentre dans cette étable par cette porte-là. Tony. Ça tirait de partout. Ça tirait, puis les tuiles aussi. Quand ça explose, ça fait beaucoup de bruit. Il y avait peut-être plus de bruit de tuiles que de coups de feu parce que tout le monde était mort. Je suis resté dans cette étable. À un moment donné, il y a un film, les mecs. Français. Donc ça m'a soulagé. J'ai ouvert la porte et j'ai vu les 4 avec qui on s'est sauvés. Je leur ai fait énormément peur parce que quand j'ai ouvert la porte, ils croyaient aussi que c'était un soldat. Le 6e rescapé, lui, a pris un autre chemin et s'est fait tuer sur la route du cimetière. Puis de là, on est passé dans d'autres ranges où là aussi on a eu juste le temps de se cacher. Moi j'étais caché sur une pile de fagots. Les autres étaient cachés sous du foin. Il ne reste plus que 3 à ce moment. Il y en a 2 qui sont partis. 2 soldats rentrent dans la grange. Un monte à l'échelle pour voir s'il y a quelqu'un. Si j'avais étendu le bras, je lui ai touché son casque. Et là, il a mis le feu avec 2 allumettes. La première, il a craqué la première et s'est éteinte. Il a craqué une 2e allumette. Et il a allumé où étaient les 3 autres cachés. Ils ont armé leur pistolet mitrailleur, ils ont tiré dans le toit. Et il est 19 h quand même. On arrive à sortir de la grange, mais on est bloqué. Et se rendre compte que la maçonnerie du mur, qui est juste ici, est abîmée. L'un d'eux est maçon et s'appelle Monsieur Bory. Il décide de gratter le mur pour faire un passage pour aller dans les tables d'à côté. On s'est caché dans des étables, il y avait des tables à cochons. Avec Dartou, on était dans un poulailler. Dartou qui était quand même plus blessé que moi. On buvait des poules. Une fois que le feu les atteint parce qu'il est de plus en plus puissant, il décide de partir. Il décide donc de se cacher derrière le mur qui est juste là-bas, tout en faisant attention aux nazis qui étaient toujours présents dans le village. Il y a
toute la place à traverser. Alors ça brûlait sur notre tête. Je dis à Marcel, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je peux faire? Marcel m'a dit, tu t'en vas. Mais on ne savait pas ce qu'il y avait. Il y avait des soldats ou pas de l'autre côté. Ça fait quand même pas mal à courir, mais moi je n'étais pas blessé aux jambes. Alors la place du village était tout en flammes. C'était quelle date ça les mecs? Et là j'ai fait signe à C'est fini là Nico. qu'il pouvait venir. C'est une vidéo courte. Il a réussi à se traîner jusque-là et s'est caché. Parce qu'il avait des balles dans les jambes, il y avait du linge 14 juin. Il les a récupérés. Donc c'est la fin de la guerre quoi. Pour pas perdre trop de sang. Moi je suis parti, j'ai retrouvé Boris et on est partis tous les deux en direction de la campagne. Boris me dit, viens avec moi, je vais voir ma mère. Je voulais rester. Ça va Nénès ma biche? J'avais peur à deux. Et puis j'ai marché et marché. Puis à la tombée de la nuit, je suis arrivé dans un hameau qui s'appelle Martinerie. J'ai fait le tour du hameau. Il y avait une maison où il y avait une fenêtre. J'ai pas connu la guerre, bande de cons. Il y a peut-être des soldats, mais s'il y avait des soldats, je les entendrais. J'ai frappé le propriétaire quand il m'a vu arriver dans l'état que j'étais, parce que j'étais rouge du sang des autres. Il m'a dit, mais d'où sors-tu comme ça? Ben, j'ai dit, ils ont tué tous les hommes à Ouador. Il m'a dit, si vous les aviez laissés. Ça va être fou, Adrien, vous ouais. ne pas tué. Parce qu'il a cru que j'étais un maquis ou qu'on les avait attaqués. J'arrive dans la cuisine, je retrouve deux jeunes filles avec leurs petits frères, mes voisines, mes copines qui étaient parties et qui avaient atterri ici. J'ai dit, ils ont tué tous les hommes. Ils m'ont dit, est-ce que tu as vu mon papa? Parce que le père y était. J'ai dit non. Ils ont pleuré. C'est moi après qui disais, mais on va retrouver nos mamans. Parce que moi, dans le fond, pour moi, mon père était absent du village. Moi, j'étais sauve. Donc pour moi, je retrouvais ma mère et mes deux sœurs. Enfin, pour moi, dans ma tête, peut-être égoïste, mais la famille était au complet. Ici, on se retrouve donc devant l'église. C'est là où les femmes et les enfants ont été amenés après le rassemblement. Depuis le début, les hommes l'ignoraient, mais les femmes et les enfants étaient ici, dans l'église. Ici, nous sommes donc à l'intérieur de l'église. Il faut imaginer qu'il y avait une voûte, des bancs, des chaises, du mobilier. Voilà, l'église était Ils ont pas tué les vide, femmes et les enfants quand même. Ont été amenés ici environ 450 femmes et enfants. À ce moment-là, les femmes se disent, ici c'est la maison de Dieu, il peut rien se passer, rien arriver. Les femmes et enfants sont restés près de 2 heures ici dans l'église, serrés les uns contre les autres. Il commençait doucement à y avoir un sentiment de stress, d'anxiété. Puis arrive 16 heures. Les personnes présentes dans l'église entendent donc les détonations sans savoir qu'il s'agissait de l'exécution des hommes. Avec ce bruit et les cris, l'angoisse commence à monter. Le climat est vraiment tendu. À 17 heures, la porte qui est derrière moi s'ouvre. Les Allemands rentrent péniblement parce qu'il y a la foule à séparer. Je vous le rappelle qu'il y a quand même 450 personnes à l'intérieur de l'église. Ils rentrent dans l'église avec une caisse contenant des gaz asphyxiants. Cette caisse contenant les gaz asphyxiants va être déposée à peu près à cet endroit-là. Les nazis allument les mèches, ce qui va faire exploser la caisse. À ce moment-là, le souffle de l'explosion va casser les vitraux et le gaz asphyxiant va se répandre dans l'église. Mais du fait de l'explosion des vitraux qui n'était pas prévue par les nazis, puisqu'il y a de l'air qui rentre dans l'église, l'asphyxie n'est pas possible. L'explosion provoque la panique et les nazis, s'apercevant que leur plan n'a pas fonctionné, rentrent dans l'église et tirent sur toutes les personnes présentes. Encore aujourd'hui, on peut voir sur l'autel de l'église que des impacts de balles sont encore présents. Ici par exemple, ici, là, ou encore ici. On peut aussi voir des impacts de balles sur le monument aux morts de la guerre 14-18. Pendant la fusillade, c'est toujours la panique et Marguerite Roufange, qui se trouve dans la sacristie juste à côté de moi, Marguerite Roufange décide de sortir de la sacristie, de passer derrière l'autel, trouve un escabeau, monte dessus et se hisse jusqu'au vitrail par lequel elle va s'échapper et faire une chute de 3 mètres. Et après la fusillade, pour éliminer les traces, les nazis prennent tout ce qu'ils peuvent dans le village et mettent le feu à l'église comme dans les granges. Dans cette chapelle juste ici, les femmes se sont regroupées et on a même retrouvé juste après le drame 1 mètre de cendre humaine. Et ces traces noires sur le sol sont le signe de la combustion des corps sur la dalle. Dans ce confessionnal, 2 enfants ont été retrouvés. Les corps n'ont pas brûlé mais ont été desséchés à cause de la chaleur de l'incendie. Pour vous montrer la violence de l'incendie, ça c'est la cloche de l'église qui a complètement fondu. Pour vous donner une idée, il faut à peu près 1200 degrés pour faire fondre une cloche comme ça. Vous pouvez donc imaginer la chaleur qu'il faisait à l'intérieur. C'est par ce vitrail qui est juste derrière moi que s'est donc échappée Madame Roufange. Dans sa fuite, elle a été suivie aussi par une femme et un enfant. À ce moment-là, elles se font repérer par des soldats nazis et se font mitrailler. La femme et l'enfant sont tués et Madame Roufange est blessée au niveau des jambes. Elle est laissée pour morte mais arrive à ramper jusqu'au jardin du presbytère juste à côté. Elle y reste cachée 24 heures, sera retrouvée par les habitants des communes voisines. Madame Roufange est la seule survivante de l'église. Si elle n'avait pas été là, on n'aurait jamais pu savoir ce qui s'était passé dans l'église. Juste ici, on a plusieurs objets qui ont été retrouvés après les incendies dans les différentes maisons du village d'Oradour-sur-Glane. Dimanche matin, on est partis tous les 4 pour arriver chez ma soeur. Mon père était là, il n'a pas été
été surpris de me voir parce qu'on lui a dit Robert doit être vivant. Pense à toi, Théo. Ils ont emmené des femmes ailleurs, je sais pas où elles sont. Mon père a pris son vélo et quand il est revenu, il m'a dit. C'est quand même une horreur. Ils ont toutes brûlé. Comment des humains ils arrivent à faire ça Ça a quand même? été pour moi une catastrophe. Et encore aujourd'hui, je me pose la question, où sont-elles mortes dans l'église? Est-ce qu'elles ont souffert? Si je savais qu'elles sont mortes tout de suite. Non mais les gars, la guerre, de toute façon, c'est une atrocité. Merci beaucoup. On espère que la vidéo YouTube qu'on va faire va permettre de ne pas oublier ce qui s'est passé et d'éviter que ce genre de choses se reproduisent. Ouais.